Bonjour, vous connaissez peut-être, en tout cas si vous ne la connaissez pas, ça serait une bonne chose que vous la connaissiez, La Maison du 21e siècle. C'est une parution qui existe depuis les années 90, que j'ai suivie et que je suis toujours. Et aujourd'hui, mais j'ai la chance de faire une entrevue avec son éditeur et fondateur, M. André Fauteux. Bonjour, M. Fauteux. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qui vous a passé par la tête pour lancer cette entreprise-là, de fonder une revue dans les années 90 qui parle de maisons écologiques et comment vous y êtes parvenu? Oui, certainement. Alors, moi, je suis diplômé en sciences politiques et en journalisme. Et dès la fin des années 80, j'avais des maux de dos assez sévères quand j'étais reporter à The Gazette. Donc, les questions de santé m'intéressaient déjà. Et rapidement, l'environnement. J'avais écrit sur le dépotoir de pneus à Saint-Amable en disant il risquait de prendre feu, ce qui est arrivé. Et j'avais fait un article sur une petite fille qui avait eu la leucémie et qui malheureusement est décédée. Et c'est depuis ce temps-là, donc depuis 88, que je m'intéresse à l'impact de l'environnement sur la santé. Déjà, on disait que les pesticides et les champs magnétiques étaient fortement soupçonnés de causer le cancer infantile. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans chez Habitabec, l'hebdo gratuit qui était distribué partout à travers le Québec. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Ils ont fait énormément de recherches en maisons saines parce que, vous savez, dans les années 70, il y a eu un programme d'isolation des maisons à la MIOF, cette fameuse mousse isolante d'urée formaldéhyde, qui, dans certains cas, lorsque mal installée, émettait beaucoup de formaldéhyde, gaz très irritant pour les voies respiratoires, mais également qui pouvait sensibiliser aux produits chimiques. Ça a créé beaucoup d'hypersensibilité chimique chez certaines personnes. Donc, suite à cette saga, la SCHL a lancé un concours en 10 ans plus tard, parce que Santé Canada a interdit la MIOF en 80. La SCHL a lancé un concours Maison saine en 1990 avec des critères très stricts. Critère numéro 1, la santé. Ensuite, l'efficacité énergétique pour économiser 70% sur le chauffage. Économie d'eau, protection des ressources comme les forêts, tout ça, responsabilité environnementale au niveau de la gestion des déchets, par exemple. Et l'abordabilité, déjà, la SCHL disait qu'il ne faut pas tenir compte juste du coût de la maison, mais des coûts d'opération, l'impact sur l'environnement, sur la facture de chauffage, sur la santé, etc. Donc, dès 1990, je suis tombé dedans comme Obélix à la potion magique. C'est devenu ma passion à temps plein. Et fin 93, Habitabec s'en allant en faillite. Donc, j'ai lancé en mars 94, ça va faire 25 ans l'an prochain, un bulletin qui s'appelait La Maison du 21e siècle, 4 pages noir et blanc, 12, 16, 20, 32, jusqu'en 97, quand j'ai lancé le magazine La Maison du 21e siècle, avec l'appui de beaucoup d'annonceurs qui ont toujours été là pour nous soutenir. Et voilà, beaucoup de soutien de l'ordre des architectes, entre autres, des constructeurs verts, d'avant-garde. J'ai écrit beaucoup pour Ressources naturelles Canada, le programme de la Maison R2000. C'est moi qui signais les fameux publi-reportages pendant des années dans la Maison du 21e siècle sur les maisons R2000. Puis maintenant, vous avez je ne signais pas parce que c'était une publicité. Oui, oui. Puis maintenant, ben, vous avez le site Internet qui vient compléter ça? Oui, maisonscène.ca. Maison Saine est aussi le nom de notre cahier central qui est broché au centre du magazine et qui est tiré à grand tirage et distribué gratuitement en province. Donc, beaucoup de gens connaissent plus Maison Saine, le site web et le bulletin, le cahier central, que le magazine. Mais le magazine, c'est la maison du 21e siècle. En général, ça prend au-delà de 20% de la population, 20 à 30% de la population, pour faire virer le marché. Alors, aujourd'hui, c'est certain qu'on lit et on entend parler énormément de bâtiments écologiques. La santé aussi, on en parle plus. Mais il faut commencer un peu avec la philosophie politique. Vous savez, en Amérique du Nord, on est vraiment américain. Moi, je le dis toujours au Canada, on est très américain. On n'est pas très californien. On l'est des fois pour les gaz à effet de serre, hein, le marché du carbone. Mais au niveau, bon, l'efficacité énergétique, on peut dire, c'est parce que l'électricité coûte pas cher au Québec. Donc, politiquement, il y a une merci de ce côté-là.
Sauf qu'on se met un peu la tête dans le sable parce que il y a le transport des matériaux, je veux dire, construire une maison, rénover, ça consomme du diesel, hein, les camions, la production des matériaux, tout ça. On n'a pas la philosophie au Québec, au Canada, de penser beaucoup cycle de vie. Ça fait juste quelques années qu'on parle de l'analyse de cycle de vie, mais également du principe de précaution. Si on parle de santé et de toxicologie, le principe de précaution est appliqué plus en Europe qu'ici. Ce principe-là de droit international dit que sans avoir de preuves hors de tout doute de toxicité, on va agir quand il y a risque de dommages, un risque sérieux de dommages pour la santé publique, et que plus de la moitié des experts disent que ce risque-là est possible ou probable. Alors, on le voit, l'amiante, on vient juste de l'interdire, de le retirer du marché au Québec. Parce qu'on avait un marché, on disait de l'amiante, tandis que ça fait des années qu'ils l'ont interdit en Europe. Puis, je ne vais pas rentrer dans le débat là, de certains produits d'amiante sont plus dangereux que d'autres. J'ai des tuiles d'amiante ciment sur mon toit. Ouais. Donc, je suis conscient de ces questions-là. Mais donc, il y a un constructeur verre qui m'a dit un jour, c'est pas le matériau comme tel qui peut être toxique. Souvent, oui, mais pas toujours. Souvent, c'est son usage. Comme la miouf, quand elle était mal installée, elle dégageait du formaldéhyde. Oui. Justement, point de vue peut-être des éléments d'une maison qui gagneraient à être connus, lesquels des éléments les plus méconnus gagneraient le plus à être connus, si on veut, de la population, là, pour un impact réel, là, immédiat sur la santé des occupants de la maison? Oui. Méconnu, c'est sûr que le domaine des champs électromagnétiques est très peu connu. En général, c'est des questions de désinformation. C'est la mauvaise information, c'est l'industrie qui dicte un peu et le gouvernement le reprend. Dans le domaine de l'électrosmog, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est Hydro-Québec qui dicte avec la santé publique et on endort au gaz carrément la population quand on dit que le Wi-Fi ou les comptes intelligents rendent personne malade, ce qui est un mensonge éhonté. Mais pour revenir à votre question, les grandes priorités, je ne veux pas m'étendre trop sur l'électrosmog, vous savez, j'écris beaucoup là-dessus. Les moisissures, on sait que c'est dangereux. Moi, je dirais que le concept de l'étanchéité à l'air est encore mal compris. Il y a encore des gens qui pensent que c'est dangereux de construire des maisons très, très étanches à l'air. En fait, non. Si on réduit les polluants à la source et qu'on ventile bien les maisons, là, on peut construire des maisons hyper étanches. Je m'excuse pour le téléphone, on va le laisser passer. Mais à partir du moment où quand une maison est très étanche, non seulement c'est plus confortable et on économise l'énergie, mais en plus, on empêche le passage de l'air froid dans le mur et la sortie d'air chaud et humide. Ça provoque de la condensation et des moisissures dans les murs. Donc, c'est vraiment pas une chose à faire. Donc, je recommande à tout le monde de se bâtir des maisons de type Novoclimat, R2000, passives, là, qui sont très étanches, et en rénovation, de faire l'évaluation Réno-Climat, où on fait un test d'infiltrométrie ça coûte 75 $ l'analyse. C'est 150 et on vous rembourse 75 $ si vous faites des travaux et que vous commandez la deuxième évaluation qui est gratuite. Oui, c'est ça. L'analyse Réno-Climat, en fait, c'est une analyse qu'on fait avant de passer à l'action, avant de faire une rénovation. Oui, l'évaluateur indépendant mandaté par Transition énergétique Québec va vous dire quels sont les travaux les plus rentables dans le cas de votre maison. Et si vous faites plus d'isolation, d'étanchéité, améliorer la ventilation, ben c'est certain que vous allez en bénéficier. C'est au niveau de l'enveloppe du bâtiment, la mécanique du bâtiment. Évidemment, souvent, les échangeurs d'air sont très mal installés. Donc, on devrait choisir un ventilateur récupérateur de chaleur certifié HVI qui est reconnu, homologué, reconnu, certifié par le programme Novoclimat. Donc, se débarrasser des vieux échangeurs d'air qui ne performent pas et qui sont mal installés, mais des conduites rigides. Donc, copier ce que recommande Novoclimat. Après ça, au niveau des matériaux, ce qui n'est pas très connu, on parle beaucoup de peinture faible ou zéro COV. COV, c'est les composés organiques volatiles. C'est les solvants qui
s'évapore quand la peinture sèche. Alors, c'est bien qu'on ait réduit les COV. Tout le monde a réduit les COV dans les peintures, mais les gens ignorent que les colorants, les pigments dans les peintures contiennent beaucoup de COV, et plus la peinture est foncée, plus il y en a. Et ça peut rendre vraiment malade. Donc, très important. Moi, je recommande les peintures Benjamin Moore ou peintures Laurentides, fabriquées au Québec, qui n'ont pas de COV dans les colorants. Sinon, des produits naturels comme l'Ivos et autres produits naturels importés d'Europe, Oro, AURO, qui vient d'Allemagne. Les calfeutrants, c'est la même chose. Si ça sent fort, ça risque de vous incommoder parce que c'est chimique. Qu'est-ce qui rate par ça? Les pesticides, écoutez, les pesticides, ça fait 30 ans que j'en parle. On réalise pas, même dans la nourriture pour les enfants, les enfants sont plus touchés, mais l'intolérance au gluten, par exemple, elle est aggravée par les pesticides dans les aliments, et certains fruits et légumes ont plus de pesticides que d'autres. Donc, ça vaut la peine d'aller sur le site de l'Environmental Working Group, ewg.org, pour voir la liste des zucchinis, des piments, des pommes, des poires. Ceux qui ont le plus de pesticides, on les évite. On achète le bio en priorité là. Ensuite, évidemment, il y a l'eau potable. Encore, les autorités de santé publique nous disent que l'eau est potable, qu'elle n'est pas dangereuse. Mais là, ils nous parlent vraiment surtout de polluants bactériologiques, les virus, tout ça, qui vont être tués par le chlore. Mais le chlore composé avec la matière organique crée des trialométhanes qui sont des cancérogènes. Le chloroforme. Si vous prenez votre douche avec une pomme de douche efficace, il y a plus d'air, moins d'eau, sauf que ça fait plus de chloroforme. Quand votre ville chlore beaucoup l'eau, ça serait important de mettre un filtre sur l'entrée d'eau ou sur la pomme de douche. Donc, il y a des choses comme ça à surveiller. Point de vue chimique, on ne tient pas compte de la soupe chimique, la synergie des sables d'os. Donc, ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce que d'avoir un filtre Brita, ou ce qu'il y a de mieux, c'est l'osmose inverse. Mais si on vient à la qualité de l'air, évidemment, dans nos climats, on recommande des matériaux moins polluants, comme les produits de bois d'aggloméré qui sont certifiés CARB en Californie, c'est CARB, ou en Europe, E1. Ça garantit qu'il n'y a pas de formol, formaldéhyde, le gaz. La résine, c'est formol, formaldéhyde, c'est le gaz. Donc, pas de colle de formol d'ajouter. C'est l'urée formol qui est dangereuse. Le phénol formol n'est pas dangereux. Ça, c'est dans les panneaux de contreplaqué d'extérieur, de résineux, qu'on utilise pour les sous-planchers. Ça, pour le commun des mortels, c'est pas dangereux. Donc, on parle plus des risques au niveau des armoires de cuisine et salles de bain, des moulures en MDF aussi, qui devraient être sans formaldéhyde ajouté. Donc, ça, c'est un gros polluant, le formaldéhyde. Les tapis, ça va mieux, mais c'est encore assez polluant. Les pneumologues nous disent depuis longtemps, on va éviter le mur à mur le plus possible. Aujourd'hui, ça va mieux dans le sens que les matériaux minéraux comme la céramique et le granit et le bois franc pré-verni sont très répandus, donc ça, c'est très bien. Donc, c'est plus les finis au niveau chimique qui vont être des polluants importants. Le radon, je vous dirais, très méconnu encore. Oui. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Ça tue 3 fois plus de Québécois que les accidents de la route. Mm-hmm. Ben, les accidents de la route sont en chute libre parce qu'il y a eu des millions de publicités à la télé. Il devrait y avoir à chaque semaine, en saison de chauffage, des pubs à la télé. Toutes les maisons de faible hauteur, selon Santé Canada, devraient subir un test pour du radon, qui est un gaz radioactif qui vient du radium dans le sol granitique. Et il y en a partout, d'une maison à l'autre, là, 2 maisons, une à côté de l'autre. Une peut avoir une faible concentration et l'autre une très haute concentration. Donc, on fait le test pendant 3 mois. Vous pouvez aller sur le site de l'association pulmonaire, poumon.ca, pour obtenir un petit dosimètre qui va mesurer ça. Et quand c'est trop élevé, on va dépressuriser sous la dalle du sous-sol. Il faut la percer et ventiler pour expulser. Voilà.
on commence à connaître justement ces éléments-là, ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'au point de vue de l'accessibilité, c'est toujours un frein ou il y a moyen d'avoir accès à une maison plus écologique sans que ça coûte vraiment plus cher qu'une maison ordinaire? Oui, absolument. La question est très importante, évidemment. La première chose à faire, c'est de réduire la taille de votre maison. En faisant ça, vous allez pouvoir vous payer de la haute efficacité, des matériaux sains, ça règle le problème. Réduisez de 10 à 20 la taille de la maison parce que c'est toujours trop gros pour les besoins. On a augmenté sans raison. C'est des modes de construire des maisons trop grandes. Et puis, même si on a déjà une taille raisonnable, quand on bâtit une maison saine et très économique d'énergie, c'est pas dans 5 ou 10 ans qu'on récupère l'investissement. C'est dès le premier jour. Parce que souvent, l'économie d'électricité est supérieure au surcoût hypothécaire. Et combien est-ce que ça coûte, les frais de santé à chaque année? C'est un pensez-y bien. Oui. Et on sous-estime tellement l'impact des polluants sur la santé. Il est majeur. De votre côté, est-ce que vous remarquez un intérêt justement de la population, un véritable intérêt pour les mini-maisons? Oui, justement, on est en train de faire un dossier là-dessus. C'est pas seulement, c'est très bien pour les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison, parce qu'il y en a de plus en plus malheureusement, mais beaucoup de personnes qui préparent leur retraite, les enfants ont quitté, des gens seuls ou en couple. De plus en plus de gens veulent des maisons sous 1000 pieds carrés. La mini-maison, là, c'est 400 à 1000 pieds carrés. Et la micro-maison également, 400 pieds carrés et moins. Il s'en fait, et c'est très petit, 400 pieds carrés, ouais. Mais c'est modulaire, on peut l'agrandir. On peut l'agrandir au fur et à mesure que nos moyens augmentent. Et il y a aussi la tendance que les gens ne veulent plus être pris à la gorge par une hypothèque. Et on voit que les taux augmentent tranquillement, donc les taux d'intérêt, ça inquiète les gens. Ouais. Mais au Canada, on a une population parmi les plus endettés au monde, avec 170% de ratio d'endettement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait 100 $, on génère 170 $ de dette. Donc, c'est certain qu'il faut remettre en question nos modes de consommation qui détruisent la planète, évidemment aussi, avec la surconsommation. On parle beaucoup de construire des maisons, mais le potentiel de rendre une maison écologique en rénovation, est-ce qu'on le voit apparaître? Est-ce que ça prend de la place dans le marché maintenant? Oui, ça a dépassé la construction il y a quelques années. Écoutez, les maisons existantes, c'est 90-95% des maisons. Ah oui. Si on veut sauver la planète et puis améliorer notre état de santé, c'est sur le bâti existant qu'il faut agir. Et heureusement, il y a des programmes comme Réno Climat, il y a le crédit d'impôt, Réno Vert, il y a des subventions chauffe et vert pour se débarrasser du mazout, qui est très polluant évidemment. Il y a des excellents programmes comme FIME, FIME, c'est des municipalités qui vont financer les rénovations et c'est remboursé sur les taxes municipales. Okay. Si la maison est vendue, ça continue d'être payé à même le compte. C'est vraiment excellent. Il y a Éco-Habitation qui a d'excellents programmes de soutien aux éco-rénovateurs aussi. Il y a un organisme à Alma qui s'appelle Mégawatt Production Énergie, qui fait de l'efficacité énergétique à base communautaire depuis 20 ans. C'est les pionniers, c'est les champions au Québec. Ils ont une vingtaine de municipalités où ils sont intervenus porte à porte avec plusieurs visites chez le consommateur. Et ils ont économisé 2,5 fois plus d'énergie qu'Hydro-Québec nous fait économiser dans ces programmes d'efficacité énergétique. Et Mégawatt agit aussi au niveau de l'économie d'eau et de la réduction de la consommation d'essence en éduquant les gens, en donnant plein de trucs, parce que c'est 50% du défi, c'est l'information et le comportement des gens. Donc, oui, il y a un énorme marché qui est en train de s'ouvrir en rénovation. Puis même, il y a des créneaux qui sont en train de s'ouvrir, comme les inspections électromagnétiques. J'organisais il y a 15 ans des formations là-dessus. Et il y a
Solutionnera, un organisme Oui. qui organise des cours avec plusieurs experts. J'en suis un, et Stéphane Belinski de la compagnie 3E en est un autre qui donne une demi-journée sur tout ce qui est hygiène électromagnétique, qui est de plus en plus en demande, malheureusement parce que les gens sont de plus en plus malades. Ouais. Ça peut prendre jusqu'à 20 ans avant qu'on fasse le lien entre l'environnement et notre santé, en particulier l'environnement électromagnétique. Des gens qui ont réduit la production des champs électromagnétiques dans leur maison, après 20 ans, là, ils ont vraiment amélioré leur santé, en plus d'avoir agi sur la qualité de l'air, de l'eau et de leur alimentation. Est-ce qu'on voit encore beaucoup d'éco-blanchiment auprès des compagnies où on est capable de le détecter mieux puis d'éviter ces compagnies-là? Qu'est-ce qui se passe du côté manufacturier ou de la mise en marché? Il y en a toujours. Ça devrait être un travail à temps plein. Le programme Écologo a fait un excellent rapport. C'était je crois, les 7 ou 8 péchés de l'éco-blanchiment. Ça vaut la peine de googler ce rapport-là pour avoir des indications. Il y en a toujours. Et c'est ça. Ce qui est malheureux, c'est que ça prend des experts pour les dénoncer et les identifier, ces exagérations ou ces mensonges-là. Mm-hmm. Mais le plus grand mensonge, c'est quand la santé publique nous dit que les radiofréquences dans nos maisons sont pas dangereuses. Ils disent pas qu'il y a des milliers d'études depuis les années 50, les militaires le savaient. La maladie du micro-ondes a été nommée par les militaires soviétiques et c'est tous les symptômes, ce qu'on voyait chez les gens qui opéraient des radars. On voit ça aujourd'hui chez des mamans, chez des enfants, chez des travailleurs qui ont la peau qui chauffe, qui ont de l'acouphène, qui ont des maux de tête à répétition, qui ont de l'insomnie, qui ont des troubles émotifs, anxiété, dépression, agressivité. La liste est très, 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 très longue. La thyroïde est un des principaux organes attaqués, mais aussi le cœur, le système nerveux, le système immunitaire. Je m'arrête là. Oui. Pas trop se faire décourager. Mais justement, en regardant tout ça, tout le topo, qu'est-ce qui est, selon vous, l'argument qui risque de toucher le plus les gens pour les convaincre d'aller vers une habitation plus saine? Négawatt, production d'Alma, quand ils font le porte-à-porte, ils ont découvert que quand on parle aux gens, il faut vraiment parler un à un pour connaître quelles sont les motivations des gens. Il y en a, leur principale priorité dans la vie, c'est d'économiser de l'argent. Donc, la liste, elle est très, très longue, comme je vous disais, pour ne serait-ce que sauver votre santé, c'est économique, et les coûts de chauffage évités, les coûts de réparation et de rénovation évités quand on construit une maison durable, c'est une maison de qualité. La santé, moi, je pense que pour moi, et beaucoup de gens, c'est le critère numéro 1. Et c'est pour ça que la SCHL, en 90, l'a mis comme critère numéro 1 dans son concours. Avant l'efficacité énergétique, avant la protection des ressources, avant la responsabilité environnementale globale. Puis l'abordabilité, c'était à la fin, c'était le 5e critère. Et ce que la SCHL nous dit depuis les années 90, c'est ce que les médecins, c'est ce que plein de gens sur le terrain nous disent, c'est que les gens sont en meilleure santé quand on assainit la maison. Faites le test, mangez mieux, buvez mieux et assainissez l'air. Éloignez-vous des appareils électriques, éloignez-vous du sans-fil, branchez vos appareils. Vous allez le voir, dans une semaine, vous allez déjà vous sentir mieux. Et revenez à votre mode de vie toxique après une semaine ou deux. Les symptômes vont revenir. C'est le test que la CHL disait. Quittez la maison pendant une semaine ou deux, revenez. C'est certain que si on est en vacances, pas stressé, on va mieux quand on quitte la maison, mais c'est comme ça que les gens voient si c'est la maison qui les rend malades. Il faut quitter et revenir. Puis d'un point de vue global, est-ce que le bâtiment pourrait avoir une plus grande place ou quelle place a en fait le bâtiment dans le rôle des changements climatiques? Ou est-ce que justement d'avoir plus de bâtiments qui seraient sains, on accélérerait l'amélioration du climat ou on diminuerait du moins l'accélération des changements climatiques? La première chose à faire, c'est de bâtir moins.
ou de densifier, en tout cas rénover et densifier les villes et les couronnes immédiates. Ouais. On dit que c'est le transport, l'impact numéro un sur les changements climatiques, mais la construction de bâtiments est peut-être la plus grande source de transport au monde, je crois, ou l'une des plus grandes sources. Donc, plus on est obligé de construire et rénover, réparer, plus on pollue. Au Québec, on pense qu'on a peu d'impact parce que nos maisons sont chauffées à l'hydroélectricité. Ouais. C'est vrai. Sauf qu'en période de pointe, l'hydro, des fois, doit partir et ça s'est produit avec des concours, démarrer des centrales thermiques. Ils en ont aussi au diesel en région éloignée. Donc, à ce niveau-là, l'hydro va favoriser le photovoltaïque aux îles de la Madeleine, par exemple, en plus des éoliennes. Mais votre question, donc, au niveau des changements climatiques, c'est beaucoup une question de transport. Et donc, éviter, construire mieux tout de suite, de meilleure qualité, pas être obligé de rénover, de réparer. On devrait vraiment cibler tout de suite là, en construction R2000, comme je disais, la cote énergie de 86. Sinon, quasiment maison passive, là, 90% de réduction d'économie de chauffage. Ça va avoir un impact énorme. C'est rendu obligatoire en Europe, des régions comme Bruxelles, toutes les constructions sont passives. Dans le bâtiment public, ça commence au Québec. Rimouski a été précurseur, l'OMH, l'Office municipal d'habitation de Rimouski, ne bâtit qu'en visant le standard passif, sans nécessairement se faire certifier passif. Cette certification est très difficile à obtenir. Ça va avoir un énorme impact parce que on va voir de plus en plus de grands bâtiments, de multilogements aussi. Puis, évidemment, il faut se débarrasser du mazout. C'est le mazout. Ouais. Le gaz naturel, quand même, contribue au changement climatique dans une moindre mesure que le mazout, mais le gaz naturel est très polluant. Quand il y a des fuites dans les maisons, les gens plus sensibles tombent malades. Les super sensibles ne tolèrent ni le mazout, ni le bois, ni le gaz naturel. Mais l'impact des gaz de schiste, le transport du gaz naturel, tout ça, ça a été dit récemment par le GIEC, le groupe international des experts sur le climat. Le gaz naturel est une énergie de transition. Même si le bois pollue, moi je préférerais aller vers la biomasse, des chauffages au granule central. On commence à avoir des grandes chaudières, chauffer du multilogement. C'est ça l'avenir, c'est pas le gaz naturel. Donc, si on veut avoir un impact sur les changements climatiques, c'est se débarrasser d'ici 5-10 ans du mazout, mais c'est l'impact de la voiture. Et cohabitation, je vais écrire là-dessus, ils ont publié un excellent article l'an passé. Si on met plus d'argent dans l'enveloppe du bâtiment, ça coûte plus cher, mais on économise tellement d'argent qu'on peut s'acheter une auto électrique ou hybride. Là, on a un impact énorme sur les changements climatiques grâce à une maison quasi passive. C'est ça l'avenir. C'est vraiment ça l'avenir. Construire des maisons qui sont prêtes pour la certification net zéro. Un jour, tout le monde va avoir des panneaux photovoltaïques sur leur maison. Il y a des publicités à la télévision en ce moment, un fonds de placement qui en parle. C'est très répandu en Europe et aux États-Unis. Et ça va venir, le président d'Hydro-Québec en a parlé. Il faut construire prêt pour le net zéro tout de suite. Un jour, le solaire va produire plus d'énergie dans nos maisons que la maison va consommer. Ça veut dire que quand on réduit de 70% les coûts de chauffage, ce sont les appareils électriques et d'éclairage qui consomment le plus dans ces maisons-là. C'est ça l'avenir et ça se fait tout de suite. Il y a Construction La Course qui le fait en Montérégie dès aujourd'hui. C'est ça des précurseurs. Oui, merci. C'est exactement la question que j'allais poser. C'était quoi la tendance? La tendance, c'est à investir, dans le fond, sur l'enveloppe pour diminuer la dépense énergétique. Puis, en même temps, on l'a vu aussi avec LEED. LEED a contribué beaucoup à conscientiser le fait qu'une maison écologique, c'est pas une maison perdue à des kilomètres de la ville, dans le bois, avec son propre système de traitement des eaux. C'est tout le contraire. C'est d'essayer de concentrer nos habitations autour des infrastructures qui existent déjà puis qu'on rentabilise le plus possible. Si on regroupe, on fait des multilogements, on évite du kilométrage, on profite de l'énergie solaire. Hein?
Tout à fait. Moi, je dis, je suis un pollueur. J'ai 2 heures et demie au bord d'un lac à Saint-Adèle. Sauf que je travaille à la maison. Donc, je prends très peu ma voiture. Et on se parle par Skype. Vous êtes sauvé à cause de ça, Ouais. grâce à ça. Hey, merci beaucoup pour tout ce temps que J'arrive vous à m'avez dormir, accordé. Valérie. Je pense que ça éclaire. Ça éclaire, c'est le fun d'avoir votre présentation puis de profiter de votre expérience. Puis surtout que ce qui est bien, c'est que vous avez de multiples sources sur plusieurs années. Donc, ça nous fait un bon topo de l'évolution de la situation depuis les années 90. Là. Oui, ça fait bien plaisir. Et je vous invite à lire notre numéro de mars qui va parler de la transition énergétique. Vous savez, au printemps, Transition énergétique Québec a remplacé l'agence et le bureau de l'efficacité énergétique va lancer sa stratégie ou le plan de match pour mettre en œuvre la stratégie énergétique du gouvernement Couillard. Et j'espère qu'on va voir de plus en plus d'efficacité énergétique dans tous les secteurs. Ça fait 25 ans, j'ai interviewé Guy Chevrette et François Gendron quand ils étaient ministres des Ressources naturelles. On dit toujours que l'efficacité énergétique au Québec va être la priorité, mais après ça, on nous dit qu'Hydro-Québec a des surplus et toutes les bonnes raisons du monde pour ne pas faire l'efficacité énergétique. Ouais. Mais on a l'air fou au Québec, on a l'air vraiment fou. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, là, il faut vraiment bouger. Il faut resserrer les codes de construction pour que Neuroclimat 2.0 soit obligatoire d'ici 5 ans et tendre vers les maisons R2000 et passives. C'est urgent. Et surtout, quand on regarde que l'Organisation mondiale de la santé nous annonce les taux de cancer qui vont exploser d'ici 2030, réveillons-nous. Il faut agir tout de suite. Ben, merci beaucoup pour votre message. Voilà, et puis, on travaille là-dessus pour faire avancer les choses. Et puis, merci beaucoup de votre contribution. Merci, c'est un grand plaisir de parler avec des gens allumés et intéressés par ces sujets passionnants. OK, merci.